Nous recevons ce soir Najat Vallaud-Belkacem. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Merci. Vous êtes président de l'association France Terre d'Asile. Vous avez été ministre en France, notamment en charge du droit des femmes, des droits des femmes et de l'éducation nationale. Avec nous également Benjamin Michalet. Bienvenue à vous également. Merci. Vous êtes économiste, spécialiste des déplacements forcés, juge assesseur aussi à la Cour nationale du droit d'asile. Et tous les deux, vous avez mené une enquête édifiante. Vous publiez un livre qui a pour titre « Réfugiés, ce qu'on ne nous dit pas ». C'est aux éditions Stock. Alors Najat Vallaud-Belkacem, les mots sont importants, migrants, réfugiés, demandeurs d'asile. Disons les choses clairement, la confusion règne souvent dans le débat public, y compris d'ailleurs, disons-le, dans les médias. Pourtant, le statut de ces femmes souvent diffère. Est-ce que vous pouvez nous clarifier d'emblée les choses entre les migrants, les demandeurs d'asile, les réfugiés, ces femmes, ces enfants, ces hommes qui arrivent en France ? Oui, et d'ailleurs, il faut peut-être commencer par se demander à qui profite la grande confusion. Et généralement, elle profite à ceux qui sont hostiles, justement, au mouvement migratoire. Alors, qu'est-ce qu'ils font exactement, ces hostiles ? On va les appeler comme ça. Ils font exprès de tout mélanger dans un même sac, de mettre à la fois ce qui relève des étudiants internationaux, des travailleurs étrangers, des couples mixtes, et ce qui relève des demandeurs d'asile, ensemble, comme ça fait des chiffres qui paraissent très importants, qui donnent une impression de submersion non maîtrisée. Et sur ce paquet, ils apposent l'unique image du demandeur d'asile tel qu'on le voit sur votre écran, c'est-à-dire en haillons, sur le point de faire naufrage. Et donc, il y a cette inquiétude sourde, en détresse, il y a cette inquiétude sourde qui anime tout le corps social. Et en fait, nous, ce qu'on dit dans ce livre, c'est stop, pause, qu'on comprenne bien de quoi on parle. D'abord, la migration volontaire, c'est-à-dire celle des étudiants, des travailleurs, des couples mixtes, etc., c'est quelque chose que l'État peut tout à fait réguler. D'ailleurs, je vais vous dire, toujours existé, ça a toujours existé. C'est dans son intérêt d'en recevoir, c'est évident, pour son marché du travail, pour son économie, etc., etc. Tout ça se régule, donc c'est pas vrai de dire que c'est immaîtrisable, etc. Les demandeurs d'asile, qui est une chose complètement différente, car c'est de la migration non volontaire, ce sont des déplacés forcés, ceux-là sont un cas bien à part. Alors regardons les chiffres, déjà ils sont beaucoup plus bas que vous ne le croyez. Ils ont fui notamment des conflits, des guerres. Ils ont fui, alors les demandeurs d'asile, ce sont des gens qui ont fui surtout des persécutions individuelles, c'est ce que dit la Convention de Genève qui les protège depuis 1958. Persécution en raison de leur religion, de leurs opinions politiques, parfois de leur sexe, donc des persécutions individuelles, ou qui vivent dans des zones de conflit intense où ils risquent leur vie de façon évidente et imminente. Ces personnes-là qui fuient, qui n'ont pas le choix, qui arrivent chez nous, en effet, heureusement, nous avons un droit protecteur qui nous oblige à les accueillir, à instruire leur dossier, et si le danger qu'ils courent est reconnu, à leur reconnaître la protection internationale. Mais ils sont en fait très peu nombreux. Dans notre pays, par exemple, c'est 130 000 personnes qui sont venues l'année dernière à ce titre de demandeurs d'asile. Et ça représente 12% de l'ensemble des migrations qui arrivent chez nous. Par exemple, les étudiants internationaux, c'est 30%. Vous voyez. Et pourtant, on a l'impression que dans les imaginaires, les choses sont inversées. D'où l'importance de bien poser les choses, de dire les termes, comme on dit, Benjamin Michalet. Alors, qu'est-ce qu'on ne nous dit pas d'autre? Najat Vallaud-Belkacem a bien entendu commencé. Qu'ignore-t-on, qu'ignorent les citoyens au sujet, justement, des réfugiés, des questions migratoires? Je pense que l'introduction qui a été faite par Najat est très bonne, donc bien établir les périmètres, c'est-à-dire qu'est-ce qui relève de la migration volontaire contrôlée par l'État, qu'est-ce qui relève des déplacements forcés, et d'ailleurs, à l'ONU, en général, on parle vraiment des déplacés forcés. On ne parle pas des migrants, on parle des déplacés forcés, donc ça c'est très important. À mon avis, ce qu'on ignore également, c'est qu'il y a beaucoup de recherches sur le sujet au niveau international, et c'est l'un des constats qu'on a fait quand on a initié cet ouvrage. C'est assez étonnant, c'est vrai, peu en France, mais beaucoup plus à l'étranger. Absolument. En réalité, sur les questions d'immigration, on a des décennies de recherche, beaucoup à l'étranger, et on utilise très peu les résultats de ces recherches pour construire d'une part notre politique migratoire, et d'autre part, notre politique d'asile. Et donc ça, c'est un constat et un point de départ, un des points de départ de cet ouvrage. Et quelque chose qu'on ignore, c'est que, en réalité, en France, dans notre pays, on a des données d'une très grande qualité. On a un institut statistique absolument remarquable, avec une tradition des statistiques qui est exceptionnelle. C'est l'INSEE ? C'est l'INSEE, absolument. Avec des bureaux statistiques dans chaque ministère. Mais malheureusement, actuellement, l'accès à ces données pour les chercheurs en particulier est particulièrement difficile sur les questions d'immigration.
et de réfugiés. Alors justement, prenons un exemple, la question économique, parce que celle-ci, elle revient souvent quand on parle effectivement des nouveaux arrivants en France, d'ailleurs qu'ils soient de manière légale ou illégale. Qu'en est-il d'un point de vue économique? Est-ce qu'ils coûtent plus ou est-ce qu'ils rapportent plus à la France? Vous dites d'ailleurs que c'est un débat qui est, quand on parle de droit d'asile, assez sensible. Bien sûr, dans l'ouvrage, le choix qu'on a fait, c'est de citer des études qui sont sérieuses. L'histoire n'est pas finie, la recherche c'est quelque chose qui est vivant, qui est en cours, mais en tout cas les études sérieuses qu'on a trouvées, il y en a une qui a été faite sur l'Europe par des chercheurs français qui utilisent des données européennes, et ce qui montre c'est qu'en réalité l'accueil des demandeurs d'asile n'a pas pesé sur les finances publiques et sur les dynamiques des pays qui sont étudiés. Ça, c'est le premier résultat. Le deuxième résultat qu'on présente, ça se passe aux États-Unis, sous Trump 1. On a une réduction de 86%, il me semble, des personnes qui sont accueillies avec un statut de protégé international aux États-Unis. Et donc, ce que montre le chercheur, c'est que cette réduction-là, en fait, elle a un impact direct, négatif, sur l'économie américaine. Donc évidemment, cet impact-là, il n'est pas immense, vu la taille de la croissance et du PIB américain, mais elle a la vertu de montrer qu'il y a un impact négatif. Donc ce qui veut dire, et c'est aussi le point qu'on défend avec Najat dans cet ouvrage, c'est fondé sur des recherches. Est-ce qu'on a vraiment envie de se priver d'une politique d'asile qui est fondée sur des valeurs humanistes très importantes pour une politique qui, au pire, ne coûte rien? Ouais. Et Najat Vallaud-Belkacem, ce qui ressort aussi de votre livre, c'est que l'Europe qui gère très très mal, on peut le dire, cette question de la migration, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a un tournant, vous le situez vous, avec la crise syrienne il y a une quinzaine d'années? Oui, absolument. Des réfugiés syriens, pardon. Ça nous tenait à cœur vraiment de revenir là-dessus. D'abord parce qu'on est 10 ans après le fameux afflux des Syriens de 2015. Donc 10 ans après, on sait plus de choses. Et j'ose espérer que les citoyens, ayant vu par exemple l'ouverture des prisons de Bachar al-Assad, à quoi ressemblaient les salles de torture, etc., comprennent mieux ce que fuyaient les 1,5 million de personnes que nous n'avons pas très bien accueillies, sauf exception en Allemagne, en Europe à ce moment-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est une blessure pour nous autres citoyens européens de voir comment l'Europe se comporte sur ces sujets-là depuis quelques années. On est uniquement dans une politique de reflux, de rejet, d'externalisation de la politique à l'égard des demandeurs d'asile. Vous avez eu dans l'ordre d'abord cette idée de mettre des centres de détention fermés aux frontières dans des pays comme la Grèce par exemple, qu'on appelle les hotspots, dans lesquels les conditions de détention se sont avérées complètement indignes. Ce sont des vrais centres de détention. Absolument, et d'ailleurs plusieurs condamnations ont été faites par la Cour européenne des droits de l'homme contre ces conditions de détention. Mais vous avez des États qui disent de plus en plus, bah si, au contraire, les hotspots c'est une bonne chose. Ah bon? Ensuite, plus récemment, on a vu cette velléité de demander à des pays comme la Turquie, la Tunisie, de retenir les flux de personnes pour éviter qu'elles arrivent sur le sol européen. Et regardez ce qui se passe en Tunisie, en échange d'argent. Regardez désormais ce qui se passe en Tunisie. Franchement, la Tunisie est en train de prendre un chemin absolument terrifiant, plus que dictatorial, de poursuite et d'atteinte permanente aux droits de l'homme. Elle repousse les migrants en question dans le désert sans une bouteille d'eau, elle les y laisse mourir. Et l'Union européenne, adoube tout ça? Enfin, franchement. Et donc, maintenant, on a atteint un dernier point d'externalisation, encore pire, qui consiste, par exemple, qu'ont fait l'Italie, qui veut le faire avec l'Albanie, à demander à des pays tiers de carrément récupérer les migrants dont on ne veut pas pour instruire leur demande d'asile loin des yeux des Européens. Donc, dans des conditions encore plus indignes, c'est évident. Donc, non, on est blessé par la façon dont l'Europe se comporte et c'est important de rappeler qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Ah oui. Même récemment, d'ailleurs, les Ukrainiens, on a su les accueillir. Ils étaient pourtant 4 millions, à comparer aux 1,5 million de Syriens, sans parler de crise, en leur ouvrant la possibilité d'être insérés très rapidement. Et c'est comme ça que les choses marchent, en fait. Et plus on insère rapidement et plus on intègre rapidement, plus tout le monde en profite, y compris les pays d'accueil. Benjamin Michelet, vous démontez les préjugés, on ne les a pas cités. Les nouveaux arrivants seraient un fardeau, ils ne veulent pas s'intégrer, ils prennent les emplois des locaux, entre guillemets des autochtones, ils sont trop nombreux, délinquants. Qu'est-ce qui permet de démonter tous ces préjugés au niveau des études? La réalité des terrains? Oui. Pas parce que, disons clairement, celles et ceux qui nous regardent aussi, il y a quand même aussi des actes qui sont commis. On parlait de l'Allemagne qui a accueilli beaucoup de Syriens, d'Afghans, des attentats, parce qu'on a des personnes aussi en détresse qui souffrent de pathologies psychiatriques aussi. Absolument, absolument. Non, l'objectif de ce livre, ce n'est pas du tout de nier des réalités, des faits divers qui existent, qui émaillent l'actualité. Maintenant,
l'objectif, c'est aussi de montrer comment on traite cette actualité et d'essayer de la recoller avec la réalité. Ouais. Encore une fois, des faits très choquants occupent beaucoup d'espace. Et donc, La sortir du terrain idéologique, cette question, et la remettre dans le champ de la recherche. Absolument. Et puis, d'un point de vue purement statistique, si on observe un nombre extrêmement élevé de criminels ou une surreprésentation de criminels chez les réfugiés, nous, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas mettre en face une politique publique. Au contraire. Au contraire. À la limite, on demande de la recherche et s'il est observé cette surproportion, qu'on adopte une politique publique, par exemple, d'accompagnement en matière de santé mentale. Vous voyez, chose qui n'est pas faite. Absolument, non, mais c'est exactement le point qu'on défend. Mais ce qu'on montre aussi, c'est qu'en réalité, il y a souvent un très grand décalage, et on cite suffisamment d'articles dans l'ouvrage, qui montrent la différence entre le ressenti des personnes et la réalité. C'est-à-dire quand on recroise les données des délits et de la criminalité au niveau local, et puis qu'on regarde quel est en réalité le niveau de richesse de ces personnes, et qu'on le compare avec un groupe comparable, en réalité, on découvre qu'en réalité, statistiquement, il n'y a pas vraiment d'histoire à ce niveau-là. Et à l'inverse, on a vu aussi que c'était des citoyens qui se substituaient au pouvoir public à Calais, notamment des Français qui étaient très solidaires avec des migrants, notamment la frontière italienne aussi, qui leur apportaient des aides. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, je te laisse la parole, mais juste, en fait, on a un reproche quand même à adresser. Oui. Évidemment à certains acteurs du débat public et qui sont des politiques et qui ont compris depuis de trop nombreuses années quelle était la facilité à grappiller des voix dans les sondages, voire gagner des votes en montrant de la fermeté mais n'agissant en rien sur les questions migratoires dans la réalité. Bon, on leur jette la pierre à eux, mais on jette aussi la pierre à un certain nombre de médias qui traitent de façon complètement déséquilibrée cette question migratoire. Fort heureusement, récemment a vu le jour une démarche qu'on veut saluer qui s'appelle la Charte de Marseille, où quand même des journalistes et certains médias se sont dit mais c'est pas possible, en fait c'est trop déséquilibré. Le fait de n'évoquer par exemple les auteurs de crimes ou de délits que quand ils ont un nom à consonance étrangère, il y a un moment où ça se voit quoi. Enfin, et jamais les réussites notamment de ceux qui sont arrivés il y a peu de temps et qui maîtrisent la langue française par exemple. Qui sont beaucoup plus nombreux. Et l'autre chose qui est rarement évoquée dans le débat public, c'est ce que vous venez de dire, c'est en réalité la solidarité des citoyens européens, leur sens de l'hospitalité. En Italie aussi, à Lampedusa notamment, partout. Des marins, des pêcheurs. Et en Grèce, c'est partout. En France, on évoque par exemple à Calais Mamie Charge, qui est une vieille dame qui ouvre son salon aux personnes réfugiées qui sont là pour qu'elles puissent recharger leur téléphone. Tout ça doit être mieux porté par les formations politiques humanistes. Merci beaucoup pour être venu sur notre plateau. Najat Vallaud-Belkacem et Benjamin Michalet, Réfugiés, ce qu'on ne nous dit pas aux éditions Stock. L'idée, c'est aussi bien sûr que tout le monde, tous les citoyens et les citoyennes européens et européennes s'emparent de ces sujets, ne laissent pas la parole seulement aux autorités. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. La chronique culture à présent de ce journal.